Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria-Chapdelaine. Aujourd'hui, on va parler de relève entrepreneuriale, ça risque d'être fort intéressant. Et avec moi, j'ai Marie-Claude Parent, qui est coordonnatrice au service éducatif des adultes pour le Centre de services scolaires du Pays des Bleuets. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Oui. Et Nathalie Villeneuve, qui est enseignante en entrepreneuriat. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon, parfait. Donc, aujourd'hui, on parle de relève entrepreneuriale. C'est important de dire que ça relève du service aux entreprises. C'est quoi le service aux entreprises pour les gens qui savent pas c'est quoi? Effectivement. Donc, le service aux entreprises, c'est le département de la formation continue qui est associé au Centre de services scolaires du Pays des Bleuets. Souvent, autrement une commission scolaire, on les reconnaît pour leurs écoles primaires, leurs écoles secondaires, on connaît les centres de formation générale des adultes également et la formation professionnelle. Mais on a une équipe également qui est vouée à la formation continue. Donc, on offre des solutions sur mesure, personnalisées, vraiment pour développer les compétences puis s'assurer de révéler le potentiel humain dans les entreprises. Donc, on donne des formations autant pour les gestionnaires, les propriétaires d'entreprises, mais on va toucher aussi les compétences techniques des employés. Et on a également un volet de formation pour les individus, ce qu'on appelle des attestations d'études professionnelles, des AEP, avec les offensives du gouvernement pour relancer l'économie. On en a vu apparaître là, différents au cours des dernières années. Et plus récemment, là, l'offensive construction, on avait des formations également dans le domaine de la santé. Donc ça relève du service aux entreprises. Et dans notre volet individu, on a un département au niveau de l'entrepreneuriat, justement, pour soutenir tous les types là, d'entrepreneurs, que ce soit vraiment des créateurs d'entreprises ou des gens qui seraient plus considérés comme la relève, des repreneurs. Si je me souviens bien, il y a quelques années, on disait qu'on manquait d'entrepreneurs au Québec. Est-ce que c'est en train de changer? Non? Non, vraiment pas. OK. J'ai sorti quelques statistiques sur la relève entrepreneuriale. Puis, autant pour les nouvelles entreprises, mais la relève entrepreneuriale, les statistiques sont pas toujours très récentes. Les plus récentes que j'ai trouvées, c'est le CETEC, le Centre de transfert entrepreneuriat du Québec, qui ont eu leur sommet du repreneuriat en mai 2024, cette année. Ils ont commandé une étude nationale sur le repreneuriat. Ils ont pris des données de 2015 à 2021 de 180 000 entreprises. C'était une méga étude. De ces 180 000 entreprises-là, 52 000 ont eu un transfert d'entreprise pendant cette période-là. Avec une croissance annuelle, je dirais, selon les statistiques qui ont sorti de 4,8% par année. Fait que 2015, 2016, 2017, il y a une croissance de 4,8% en repreneuriat. Ensuite de ça, l'année 2021, seulement, dans leurs statistiques, il y a eu 8600 transferts. Fait que c'est quand même beaucoup, versus c'est 32% de plus que 2015, dans le fond. C'est vraiment des statistiques intéressantes. Un tiers, dans les statistiques qui sont ressorties de cette étude-là, la plupart, 50% environ, c'est des petites et moyennes entreprises de 5 employés à 20 employés. Des jeunes entre 30 et 54 ans, c'est aussi 50% des transferts. Puis il y a quand même un tiers de ces transferts-là que c'est des gens de 55 ans et plus. Quand même. La relève entrepreneuriale va quand même toucher des gens qui sont quand même plus âgés puis qui vont reprendre une entreprise. Seulement dans cette étude-là. Puis ça a une importance capitale, l'entrepreneuriat, surtout dans des milieux comme chez nous. Là. Absolument. C'est un enjeu territorial. Avec le service aux entreprises, on a la chance de travailler avec les partenaires du milieu. Donc, on travaille avec les MRC, les chambres de commerce, les SADC. On travaille avec Service Québec également. Et je sais que vous avez déjà eu à l'émission Jennifer Labbé, qui est en attraction de talent pour la MRC. Jennifer anime un comité de main-d'œuvre duquel on ressort des dossiers particuliers puis on crée des sous-comités. Et le repreneuriat a fait partie d'un de ces sous-comités-là à la suite du lancement qu'on a fait de notre parcours. Parce que nous, dans le fond, lancement d'une entreprise, c'est un peu vieux comme la terre. Les gens qui veulent devenir entrepreneurs disent « Va suivre ton cours lancement d'une entreprise ». Mais on avait toujours le volet un peu plus création.
Puis nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'était de dire, ben non, les opportunités entrepreneuriales, c'est pas seulement que de la création d'entreprises. Tout le volet de relève, de reprenariat est très important et les opportunités sont là. D'ailleurs, c'est venu le confirmer parce qu'avec le comité de la SADC et de la MRC sur lequel on siège, on a recensé l'âge des entrepreneurs dans la MRC de Maria-Chapdelaine. C'est intéressant. 1 sur 2 a plus de 50 ans. Oh, quand même. Ça veut dire que d'ici 10 ans, il y a des chances qu'il y ait des gens qui réfléchissent à leur chalet, à leur plan de retraite. Absolument, c'est normal. Davantage. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ben comment nous, on peut réellement accompagner ces gens-là. Puis avec Nathalie, le travail qui a été fait, ça a été de dire, prends le contenu du cours lancement d'une entreprise qui est reconnu par le ministère de l'Éducation parce qu'il est financé par le ministère, puis viens l'adapter à un profil de repreneur. Parce que ils vont toucher les mêmes étapes, mais de manière différente. Oui. Le nouvel entrepreneur, on va lui dire, fais-nous une projection financière de ton entreprise. Le repreneur, on va lui dire, es-tu en mesure de lire, de comprendre et d'interpréter les chiffres de l'entreprise pour lequel tu aimerais devenir propriétaire ou actionnaire? Parce qu'on va avoir la chance d'en discuter. Il y a différents types de repreneurs. Il n'y a pas un profil unique. Donc, effectivement, c'est un enjeu qui est très important. Puis la mobilisation des acteurs autour de cet enjeu-là peut juste permettre d'avoir un meilleur support et un meilleur accompagnement pour les gens qui aimeraient saisir l'opportunité puis rentrer dans l'aventure. Oui. C'est quoi le profil des gens que vous avez que tu as, Nathalie, dans tes classes? En lancement, en reprenariat. En reprenariat? En reprenariat, on a eu de toutes sortes de choses. L'excavation, coiffure, agriculture. Oui, agriculture, on en entend plus régulièrement parler. Dans le fond, il y a de la relève familiale. Mix. Je vais y revenir au type de relève. Quand même, Agri-Relève accompagne bien les agriculteurs. Mais nous, notre rôle, c'est vraiment un rôle parallèle au type d'accompagnement qui se fait, que ce soit pour les agriculteurs, que ce soit pour les entrepreneurs généraux, qui s'est fait par les fiscalistes, qui s'est fait par les bureaux de comptables. Nous, on est plus dans un volet information, sensibilisation, éducation, effectivement. Là, notre rôle, c'est vraiment d'éduquer les gens. Si je prends une personne qui est déjà dans l'entreprise, que je lui pose la question, qu'est-ce que c'est ton rôle dans l'entreprise? Ah, ben moi, je vais acheter, mais je suis technicien sur la route. Et qu'est-ce que tu connais de l'entreprise? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu vas acheter quand tu vas acheter ton entreprise? Je vais acheter l'entreprise, là, tu sais. Mon patron a l'air à faire des sous. Puis, moi, je veux vivre comme ça. OK, donc, vous savez pas c'est quoi une forme juridique, vous savez pas c'est quoi, qu'est-ce que vous allez acheter. Allez-vous acheter des actifs, des actions? C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi le processus? Il y a des étapes pour faire un transfert. Il y a des contrats, il y a des aspects juridiques. Tu sais, on est plus en mode éducation qu'on fait pas les contrats puis on fait pas la paperasse, mais on informe pour que les gens arrivent bien préparés puis qu'ils posent les bonnes questions quand ça va être le temps de faire la transaction et de se préparer à la transaction. Est-ce que vous les accompagnez aussi, tu sais, au-delà de la formation, durant la transaction et puis durant tout le processus, ou vous les laissez? Non, notre rôle, c'est vraiment un rôle d'éducation. OK. Puis, par contre, vers la fin du processus, quand on est dans la transaction finale, on va faire intervenir les gens de la MRC, les gens de la SADC. Dans la première cohorte, on a fait intervenir des gens qui travaillaient dans un bureau de comptable pour dire, allez cogner à ces portes-là, allez voir ces personnes-là. On est quand même bien entouré, là. Le meilleur des entrepreneurs, c'est celui qui sait bien s'entourer. Donc, en ayant la chance d'avoir des gens qui aspirent à ce rôle-là, parce que ça peut arriver que durant la formation, les gens disent « Ah, finalement, c'est pas pour moi. » Mais tant mieux, parce que c'est ça le but, tu sais, tu viens de t'en rendre compte. Écoute, je pense qu'on est le seul centre de formation
que quand il y a des abandons, on est content. Ben non, mais je comprends. Mais parce qu'on se dit, on vient de faire notre job. Ben oui. C'est vrai. La personne, elle s'est posé les bonnes questions, puis au lieu d'être dans un projet d'entreprise qui va peut-être échouer d'ici 5 ans, parce que la statistique est énorme sur le nombre d'entreprises qui survivent au-delà de ces 5 premières années, bien nous, on se dit, mais la personne était peut-être pas prête. Mais ça veut pas dire qu'elle ne sera pas plus tard. Sauf que là, on l'a amenée à se poser des questions, on l'a outillée, puis elle s'est remise en question, puis elle s'est repositionnée par rapport à son projet. Oui, parce que là, vous avez toutes sortes de gens là, qui viennent et qui pensent qu'ils ont le goût de reprendre une entreprise. Là. Il y en a même qui viennent suivre la formation en se disant « Est-ce que c'est fait pour moi? » On m'a ciblé dans l'entreprise comme une relève. Oh, j'ai un petit syndrome d'imposteur. Est-ce que réellement je suis en mesure, moi, de reprendre l'entreprise? Ben viens, on va te donner un vocabulaire pour que tu sois capable. On va confirmer ce qu'on a vu chez toi ou pas. Tu sais. Exactement. Puis, je pense qu'au début de la rencontre, tu sais, on le soulève, mais on ne l'a pas précisé. Nous, on accompagne vraiment le releveur. On n'accompagne pas le cédant. On n'accompagne pas le propriétaire actuel. Si jamais la personne voudrait avoir un accompagnement, il se réfère aux services aux entreprises dans nos autres services, mais c'est pas le cadre de notre parcours de formation. Donc, c'est vraiment la personne qui aspire à devenir entrepreneur. Et est-ce que c'est toujours des gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise? Non. Il y a des gens qui... Bien, on a quelqu'un qui a commencé à travailler pour l'entreprise parce qu'il souhaitait l'acquérir. Ah, Jusqu'à maintenant, c'est pas mal tous des gens qui étaient à l'intérieur de l'entreprise ou en contact vraiment direct. J'ai eu même quelques projets en lancement d'une entreprise que c'était quand même des projets de lancement, mais à travers le rachat d'une entreprise existante. Ils partaient d'une nouvelle entreprise, puis ils allaient racheter une entreprise. Fait qu'on est capable de faire les liens là, tu sais, selon les profils, selon les parcours aussi de chaque individu. C'est quoi la grande différence entre partir une entreprise, parce que là, tu vas me dire la grande, il veut en avoir 50, là, mais partir une entreprise, c'est quelque chose, mais reprendre une entreprise, est-ce que c'est plus facile, plus difficile, c'est juste complètement différent? Ben, pense à ta première demande de crédit. L'historique de crédit d'une personne. Ouais. Quand on fait une demande de crédit puis qu'on a 0 historique de crédit, ça va peut-être être moins évident de faire ça, sa demande de financement. La mise de fonds nécessaire va peut-être être un petit peu plus élevée. Par contre, un reprenariat, de la relève entrepreneuriale, on a un historique financier qui vient appuyer pour dire l'entreprise, elle en fait de l'argent, fait qu'elle va continuer d'en faire si on la gère correctement. Au-delà de ça, on a une réputation d'entreprise. Ouais. On a des employés qui sont en place. On a une équipe de direction en place. Puis tout ça mis ensemble, fait que c'est facilitant pour la personne qui rachète l'entreprise. On a déjà des contacts avec des fournisseurs. Oui, avec des clients. Avec des clients. Quoique là, ça aussi, il faut vérifier. Hein? Quand il faut établir la valeur de l'entreprise, tu sais, il fut un temps où on pouvait vendre ses clients, mais là, ça fonctionne plus nécessairement comme ça. Mais de là, l'idée de dire, ben faites affaire avec les bonnes personnes. Puis quand parce que la personne qui vend peut faire évaluer l'entreprise, dire, ben regarde, moi, là, dans tout l'aspect vraiment transactionnel, voici. Le releveur peut faire la démarche en parallèle aussi et que là, on compare les valeurs d'entreprise. C'est important que le releveur fasse sa propre démarche de son côté. Parce qu'il pourrait se faire tromper ou parce que des fois, on ne comprend pas les choses de la même manière? Ça peut-tu Probablement. Avoir un avis externe est toujours très important. Très, très, très important parce que il y a les émotions dans une transaction comme ça aussi. Surtout si tu fais partie de l'entreprise, j'imagine. Et surtout si c'est ton entreprise qui va se faire vendre. Oui, absolument. Oui, parce que c'est ton nom aussi, tu sais. Oui. Ouais. Je comprends. Mais dans les types de releveurs, effectivement, tu sais, on a des gens qui peuvent être déjà employés de l'entreprise, qui se voient offrir une base d'action. Tu sais, sans y aller à 100% ou être majoritaire, tranquillement, pas vite, ils avancent là-dedans. Il peut y avoir une entreprise familiale qui, effectivement, c'est la seconde génération, mais on peut dire mixte aussi, où il y a déjà quelqu'un dans l'entreprise qui dit, ben moi, j'embarquerai dans le groupe. Donc là, on appelle ça une relève mixte. Ça peut être quelqu'un qui est complètement à l'externe, qui dit, ben moi, j'aurais un intérêt pour ce type d'entreprise-là, j'aimerais l'acquérir. D'ailleurs, le CETEC a une base de données
qui s'appelle l'Index. Ouais. Et là, tu as toute la liste de l'ensemble des entreprises qui sont à vendre. Ben, Qui sont inscrits au CETEC. Qui sont inscrits au CETEC, Okay. c'est ça. Au CETEC. Puis qui mettent à vendre leur entreprise. Donc, c'est partout au Québec, mais quelqu'un qui dit, moi, je suis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus spécifiquement sur le tel territoire, j'aimerais acheter une entreprise, ben il y a déjà possibilité de faire une prospection, une recherche et de dire, ben il y a des gens là, qui sont prêts à acheter des entreprises, même s'ils connaissent pas le milieu d'affaires ou ouais, ça me surprend ça. J'imagine que j'avais l'impression que ça part souvent d'une passion aussi quand tu pars en entreprise. Hein? Je pense que la fibre entrepreneuriale est forte chez plusieurs personnes. Même au sein de nos organisations, on parle beaucoup maintenant d'intrapreneuriat. Oh. L'intrapreneuriat, dans le fond, c'est que tu es un employé, tu es un membre du personnel, mais tu travailles comme si c'était à toi. Tu sais, tu y mets tout ton cœur. T'es investi. T'es investi. Tu sais, le sentiment d'engagement, là, susciter l'engagement, là, t'as pas besoin de prendre de formation pour ces gens-là. Ils l'incarnent très bien. Ouais. Fait que cette fibre-là, je crois qu'elle sommeille ou, tu sais, elle brille dans plusieurs personnes. Puis justement, le reprenariat, parce que c'est un risque, là, se lancer en affaires et de bâtir de toutes pièces son entreprise. Le reprenariat, je pense que c'est un nouveau modèle qui peut être plus à portée des gens. Puis, on ne publicise pas énormément le nombre d'entreprises qui ont passé, tu sais, avant, il y avait une nouvelle administration, là, mais quand on a commencé à jaser, on s'est dit, bon, ben, c'est qui les repreneurs? Bilodeau, c'est des repreneurs. Desdumain et Fils, c'est des repreneurs. Hydromec, Giamec, Innotech, c'est rien que des EC finalement. Non, mais il y en a beaucoup, puis on a été surpris. On disait, une statistique qu'on aimerait avoir, là, c'est de dire, OK, le nombre de nouvelles acquisitions entrepreneuriales par du reprenariat versus le nombre de nouvelles entreprises. Ben moi, je pense qu'il y aurait tout un décalage, là, parce que l'entrepreneuriat survit énormément par la relève entrepreneuriale. Ouais. Y a-t-il des domaines d'entrepreneuriat que c'est plus facile que d'autres de reprendre ou que c'est plus difficile que d'autres? Tu sais, on parle souvent, mettons, on parlait des agriculteurs tantôt, mais je sais, au niveau de la restauration, des fois, on voit beaucoup de restaurants fermer, ouvrir, etc. Donc, c'est-tu des milieux qui sont plus difficiles ou finalement, ça fait pas une grande différence, le milieu d'affaires? Je crois pas que ça fasse une différence. Non. C'est quand la personne est passionnée là, par son par son domaine d'activité, par ses intérêts personnels, que ce soit en cuisine, que ce soit en coiffure, que ce soit dans le commerce de détail, un entrepreneur demeure un entrepreneur. Quand il y a une reprise, est-ce que, moi, par exemple, je reprends ton entreprise, fait que là, on signe les papiers, bonsoir, puis là, moi, j'ai une entreprise, ou ça se fait sur une plus longue période, où il y a une espèce de, comment je pourrais dire, de mentorat de l'ancien entrepreneur au nouveau? Tout dépend. Tout dépend. OK. Il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule idéale. Moi, j'ai vendu mon entreprise en 2022. OK. Ça a pris 6 mois. OK. Transfert, c'était une relève, c'est une vente d'actifs. Ça veut dire que je vends les biens d'entreprise, je vends pas l'entreprise, je vends pas l'incorporation. Donc, l'entreprise, je garde l'entreprise, mais les gens partent avec les meubles, les comptoirs, les ordinateurs, l'inventaire, etc. La vérification d'une transaction comme ça est beaucoup moins lourde, beaucoup moins coûteuse pour une personne. Puis ça permet à la nouvelle personne de partir sur un autre nom, c'est tout ça? Ou là, j'ai peut-être l'air niaiseux dans mes questions, oui, mais... effectivement, il peut garder, ça peut être une entreprise qui achète juste des actifs. Des actifs, ça peut être une personne qui achète juste des actifs. Lui, il va partir sous son propre nom d'entreprise, effectivement. Dans le cas d'une vente, ça, c'est simple. T'sais, on vérifie pas tant les antécédents de l'entreprise existante parce qu'ils n'achètent pas l'entreprise existante. Tandis qu'une vente d'actions, moi, je te vends mon entreprise, mais là, ça peut être un processus qui est très long et très lourd et très coûteux. Okay. Parce que on vérifie tout ce qu'il y a dans l'entreprise. Autant les fournisseurs, est-ce qu'ils ont été payés, autant au gouvernement, autant l'historique. On pourrait passer à une entreprise de construction. Est-ce qu'il y a des procédures juridiques en cours contre eux oui, qui datent de 5 ans, qui seraient pas réglées? Est-ce qu'ils ont...
Ça s'appelle la vérification diligente. Effectivement, c'est plus lourd pour un releveur. Par contre, pour un vendeur, un cédant, c'est plus avantageux de vendre ses actions parce qu'il y a des crédits fiscaux que vendre ses actifs sur lesquels il va être imposé selon les normes comptables. On rentrera pas dans les normes. Pas trop dans le technique. Mais tu comprends que c'est tout un vocabulaire Absolument. à s'approprier parce que, comme tu dis, du jour au lendemain, je vais l'acheter, ça a l'air cool. Ben finalement, tu sais, quand tu es devant le fiscaliste, quand tu es devant l'autre professionnel qui t'encadre, tu peux te sentir incompétent assez rapidement parce que les connaissances, tu les as pas, tu n'as pas développé les compétences, tu n'oses pas trop poser de questions parce que là, tu dis, mon Dieu, si j'ai l'air perdu, peut-être qu'il ne voudra plus me vendre. Puis là, en plus, j'imagine des étapes de vérification où on te pose des questions puis tu n'as pas la réponse, tu dois avoir l'air Mais ça, c'est le cédant qu'il faut qu'il réponde. OK. Mais le repreneur doit être capable de comprendre c'est quoi la lecture. Donc, d'où l'intérêt de suivre une formation. Idéalement, là, on dit que préparer un plan de transfert, ça pourrait se faire sur 5 ans. Okay. Identifier la relève, commencer à faire les différentes étapes. Cependant, la réalité dit que 4 entreprises sur 5 n'ont pas préparé sa relève. Donc, quand ils sont prêts à passer à d'autres choses, il n'y a rien de prêt, donc ils n'ont encore pour 5 ans, si je comprends bien. Là. Où il se passe des transferts, et là, il y a un taux d'échec, parce que ça arrive des transferts que la nouvelle équipe de gestion, le nouveau propriétaire, doit fermer les livres et mettre fin aux activités de l'entreprise. Parce qu'il est mal préparé, ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est quoi la préparation, tu sais? Comment tu les prépares à ça, toi, Nathalie? Si je te parle du parcours en tant que tel, la première étape, c'est le profil entrepreneurial. OK. Avez-vous la fibre entrepreneuriale? On fait des petits questionnaires, des petits quiz, des discussions. T'sais, la formule, là, c'est beaucoup discussion, échange, un petit peu de rédaction parce que l'outil que j'utilise, c'est quand même un plan d'affaires version relève entrepreneuriale, remodelé un peu pour que ça soit vraiment concret pour les projets de relève entrepreneuriale. Donc, la première étape, c'est profil entrepreneurial. Est-ce que tu veux vraiment aller dans ça? Puis oui, c'est arrivé une fois que un étudiant a fait non, il s'est sauvé à la course. Non, mais c'est correct de le reconnaître, tu sais. Moi, je sais que dans la vie, je serais un mauvais patron. J'ai besoin d'avoir des comptes à rendre. Fait que je pense que je suis un bon employé. mais j'imagine que quand t'es... Non, mais on n'est pas tout de suite pareil. Fait que c'est important de l'établir, je pense. On va plus loin. On leur fait faire aussi un test psychométrique, la méthode des couleurs, qu'on a déjà appelé Profil Nova il y a quelques années, pour voir aussi, tu sais, toi, tu dis ça, Pierre, mais ta lecture, c'est de dire, moi, dans mes forces, je pense que selon l'image que je me fais d'un entrepreneur, je cadrerais pas. Le profil des couleurs, tu sais, on a comme 4 majeurs, puis il y en a un qui c'est comme, c'est quoi toi, là, face au risque, face que, tu sais, au courage managériel et tout ça, c'est quoi ta tolérance au risque? Tu sais, il y en a qui vont être très, très tolérants, d'autres pas du tout. Il y en a qui vont être plus dans la créativité, générer des idées nouvelles. Il y en a qui vont être plus dans toute l'harmonie, l'équipe, le prendre soin. Puis là, on a notre petit carré qu'on appelle les bleus, notre quartile, qu'eux, ils sont très procédurales. Tu sais, les comptables sont très bleus dans la vie, là. Mais... très organisés. Très organisés. C'est ça. Je caricature, mais on va beaucoup plus loin. Mais ça, on l'intègre, nous, dans notre parcours. Parce que là, on dit, ça veut pas dire qu'il y a une couleur qui est parfaite pour être entrepreneur. C'est pas ça du tout. Ça va dépendre avec les gens avec qui tu vas travailler. Sauf que tu dois être conscient, c'est ça, de tes forces. Donc, toi, si là, tu es très bon pour la recherche de solutions, tu es innovateur, mais que tout ce qui est procédural, normatif et tout ça, ça te pue au nez. On dirait que tu me lis bien. Délègue. Assure-toi dans ton équipe d'avoir quelqu'un qui délègue. C'est exactement ça. Parce que ce que j'aime de ce que tu dis, c'est tu vas trouver tes forces, mais donc tu vas aussi trouver tes faiblesses. Et c'est là que tu as besoin d'aide. Exact. De quelle manière tout peut devenir complémentaire pour installer la complémentarité au sein de l'entreprise? Mais pour ça, il faut que tu en sois conscient. Fait que ça, c'est la première étape. Moi, je crois pas qu'il y ait de profils qui sont non entrepreneurs. Tout le monde, en quelque part, a une fibre entrepreneuriale dans lui.
Merci de me faire confiance. Je te fais confiance. Les situations où les gens ont dit non, c'est pas pour moi, c'est l'implication en temps, je pense, ça a fait que ah non, moi, je veux pas m'embarquer dans ça. Ils voient les heures de travail. Les heures de travail, l'investissement. Puis l'autre situation que j'ai eue, c'était une étudiante en lancement, quand on a fait le profil, parce que c'est sensiblement la même chose. Son projet, c'était beaucoup de sollicitations, autant des fournisseurs, des clients, tout ça. Ah, elle dit non, moi, là, c'était plus peut-être un type bleu en arrière d'un bureau. Puis, fait qu'elle a abandonné son projet. C'est un projet d'épicerie, pas communautaire, mais puis elle dit, moi, je me relance dans ce que je fais du secrétariat de l'administration. Ben, je vais faire peut-être mon projet, mais en lien avec prendre des contrats pour faire de la comptabilité, des choses comme ça. Fait que, tu sais, elle a fait une prise de conscience, puis elle est allée vers autre chose. Wow! Ça arrive-tu des fois que des gens s'associent parce qu'ils réalisent qu'ils ont des couleurs différentes? Non, ben, tu sais, des fois, il faut être complémentaire pour... Ben, sans s'associer, il y en a qui développent des collaborations d'affaires. Ah, ben oui. Et dans mes parcours aussi, dans les cohortes de reprenariat qu'on a eues, la première cohorte, il y avait 2 étudiants ensemble d'un projet, 3 étudiants d'un autre projet, 2 étudiants d'un autre. Tu sais, c'était quand même une dizaine d'étudiants, mais en 4 ou 5 projets, là. OK. Fait que... Ils venaient tous suivre la formation ensemble. C'est là qu'ils ont fait des liens ensemble de dire moi, je suis plus bleu, moi, je suis plus rouge, jaune. C'est intéressant parce que c'est la synergie qu'on cherche. Puis pour avoir la synergie, si on est tous des gens qui ont les mêmes forces, clairement, on n'est pas capable, là. Effectivement. Effectivement. Wow. OK. Je vous arrête. On prend une petite pause. On revient. On laisse décanter tout ça. Il y a beaucoup de termes, beaucoup de choses. On revient et c'est vraiment, vraiment intéressant. À tout de suite. On revient. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Moi, je m'implique bénévolement auprès de ma municipalité à Sainte-Jeanne-d'Arc. C'est surtout au niveau des loisirs. Je suis conseillère municipale aussi. Mais moi, là, mon dada, c'est un peu là, les jeunes familles, les enfants. Fait que ça, j'adore ça. Je m'implique au niveau de la fête de l'Halloween, de Noël, puis de différentes petites activités là, ponctuellement au courant de l'année. Le bénévolat, pour moi, c'est une façon d'exploiter, de partager mes forces, mes compétences, mes habiletés dans un but d'entraide et de réalisation de soi. Donc, c'est un engagement social dans lequel je choisis de m'investir selon mes intérêts, mes goûts, selon mes disponibilités aussi. Fait que ça m'apporte un sentiment d'accomplissement personnel, de valorisation. C'est un beau sentiment d'appartenance aussi parce que ça me permet d'apporter une petite touche de ma personnalité dans ma municipalité, ma couleur aussi. Fait que c'est super gratifiant. Je trouve que le bénévolat, c'est de faire partie un peu d'une équipe ou même d'une famille parce que tout seul, on ne peut pas arriver à créer grand-chose. Mais quand on combine les compétences de plusieurs personnes en même temps, c'est là qu'on réalise des beaux projets. Puis c'est là qu'on crée de la magie. Pour une municipalité, les bénévoles, c'est super important. Ça permet de dynamiser la communauté, ça permet d'apporter des nouveautés, de créer des belles activités. Puis plus il y a de personnes qui s'impliquent, bien, plus on peut réaliser des projets, plus on peut créer d'activités. Puis plus c'est le fun pour les familles, pour les personnes de tout âge. Fait que moi, je vous invite personnellement à vous impliquer. D'ailleurs, à Sainte-Jeanne-d'Arc, on va redémarrer le nouveau comité des loisirs. Donc, si vous voulez apporter vos idées et votre petite touche, bien, c'est le moment. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. On est de retour et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle de relève entrepreneuriale avec Marie-Claude Parent et Nathalie Villeneuve. Donc, on est peut-être dans le parcours, hein? Oui. Donc là, on est rendu où dans le parcours?
dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Après notre profil entrepreneurial, on commence notre analyse de projet. De l'entreprise qu'on veut reprendre. De l'entreprise qu'on veut reprendre, mais du marché dans lequel notre entreprise évolue aussi. OK. Fait que si on a 2 phases. On a la phase qui s'appelle modèle d'affaires. Moi, c'est à cette étape-là que je comprends mieux c'est quoi le projet de l'entrepreneur. Parce que ce soit un lancement d'entreprise ou une relève entrepreneuriale, dans la tête de l'entrepreneur, puis il y en a beaucoup de choses dans une tête d'un entrepreneur souvent, c'est pas toujours clair. Il verbalise, il essaie de nous expliquer, mais on comprend pas bien. Le modèle d'affaires, c'est un canevas d'une page, il y a des carrés dedans. Puis quand on a fini de compléter ça, ben on sait c'est qui les clients, on sait comment qu'on veut communiquer avec eux, on sait c'est les sources de revenus, les partenaires clés, nos ressources clés. Notre proposition de valeur. Tu sais, c'est quoi qu'on a à offrir, nous, là, de plus que les autres. C'est un peu le brainstorming de notre projet. Ouais. Fait que moi, quand je rencontre les premiers, la première fois, les releveurs, bon, ben vous achetez une entreprise de bâton de hockey. Bon, ben votre entreprise de bâton de hockey, voulez-vous qu'elle s'élève dans le temps ou vous voulez qu'elle juste que ça continue. Ouais. Fait que la plupart des entrepreneurs qui veulent acheter vont dire, ben moi, je veux avoir de la croissance. Ben, est-ce que tu vas décider de fabriquer des bâtons de baseball dans ton entreprise de hockey, de bâtons de hockey? Ben, peut-être, oui, ce serait une idée. Tu sais, c'est de leur voir où est-ce qu'ils veulent l'apporter, cette entreprise-là, dans le futur. Puis ce modèle d'affaires-là, ben, nous permet de faire un premier jet de, oui, j'aimerais aller là avec l'entreprise. Deuxième étape de mon analyse du projet, on fait une étude de marché. Ouais, important. Très important. Essentiel. Puis pour la plupart des entrepreneurs, ils nous regardent avec des gros yeux. « Oh non, moi, j'ai pas besoin de ça, je la connais, l'entreprise. » Puis elle a déjà ses clients. Elle a déjà ses clients, on a déjà notre marché. Mais le marché, ce qui est en train de s'étendre, de s'ouvrir, de se fermer, qu'est-ce qui se passe? Il se métamorphose toujours, le marché. Bon, on va prendre un exemple, un commerce de détail. Un club vidéo. Non, mais tu comprends, ce que je veux dire, tu comprends, c'est que là, clairement, les gens, il y a 20 ans, un club vidéo, c'était wow, ils voyaient ça, tu sais, mais aujourd'hui, c'est en plein ça. T'as raison. Ouais. On prend un magasin de sport ou un magasin de vêtements. Je leur pose la question, vous achetez aujourd'hui, dans 2 ans, ils ouvrent un sale, un Walmart, vous allez prendre quelle stratégie pour demeurer sur le marché? Fait que notre étude de marché, j'essaie de leur faire prendre conscience de, oui, aujourd'hui, votre marché, c'est ça, mais dans le temps, s'il arrive tel événement, telle situation, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous avoir les bons réflexes pour survivre à cette difficulté-là, puis de continuer à croître et non fermer. Oui. Ça, c'est un peu une des étapes que je trouve très importante puis qui est beaucoup méconnue parce que ton banquier, ton fiscaliste, ton comptable te parlera pas de ce qui se passe sur le marché. Non, puis des fois, le marché, ça peut être très complexe, là. Moi, je pense juste quand la guerre en Ukraine a commencé, ben là, on a vu des chaînes d'approvisionnement cassées. Et là, tu fais quoi? Tu sais, c'est à peu près impossible à prévoir tout ça, mais il faut quand même que tu y réfléchis. Là, donc, Puis, on peut parler de la situation du COVID aussi, qui a apporté beaucoup de hauts et de bas à plusieurs entrepreneurs. Il y a beaucoup de restaurants qui ont survécu parce qu'ils ont pris la balle au bon, ils ont fait des mets pour apporter, des livraisons. Il y en a d'autres qui n'ont pas survécu parce qu'ils ne se sont pas adaptés. Il n'y avait peut-être pas les bons outils non plus pour être capable de s'adapter. Okay. Dans l'esprit toujours de la formation, de l'accompagnement. Mais puis j'imagine aussi que, tu sais, on parle beaucoup des enjeux puis des défis de la main-d'œuvre, mais ça aussi, il faut que ça fasse partie des réflexions, là. Tu sais, d'être capable de voir dans l'entreprise que tu vas acheter, sont où tes vulnérabilités? D'en être conscient puis de déjà réfléchir à des solutions, là. C'est peut-être même plus important que de connaître tes forces. Parce que souvent, quand les coups durs arrivent, ils arrivent du côté de tes vulnérabilités, j'ai l'impression. Souvent, la décision, il faut qu'elle se prenne rapidement. Oui. Des fois, tu es tout seul. Tu sais, souvent, les entrepreneurs sont plus souvent que seuls qu'en équipe. Oui. Troisième grande étape, je vous dirais qu'on aborde, c'est la négociation de la transaction. OK. Quand même un sujet assez lourd. Ben oui, quand tu as le temps de parler d'argent, c'est toujours un peu plus compliqué. Hein? On va un petit peu plus loin que juste parler d'argent. Oui, j'imagine. La première étape, les prévisions financières.
on essaie, j'essaie de faire avec les gens. Il y en a qui ont accès aux états financiers d'entreprises existantes, il y en a qui n'ont pas accès, de faire des prévisions des 3 prochaines années. Donc, aujourd'hui, vous avez des ventes de 10 000. Vous pensez quoi dans les 3 prochaines années? Les revenus. Ça leur permet de comprendre comment ça fonctionne. Déjà là, un peu les états financiers, de revoir les coûts, de revoir les dépenses, de revoir est-ce que tout ça va se tenir. Tu sais, quand on se met là, qu'on le fait, puis qu'on y pense, ben là, les salaires de mes employés, c'est quoi? Quand on les fait, les prévisions financières, là, Marie-Claude, ma coordonnatrice, ça me coûte bien trop cher, ça n'a pas de sens. Tu sais, dans la balance, je vais-tu la garder ou quand je vais racheter? Tu devrais. Quand je vais la racheter. Parce qu'elle génère des revenus, parce que c'est elle qui a toujours plein d'idées. Puis... Effectivement. Je devrais garder Marie-Claude dans mon entreprise. Yes. Mais, tu sais, déjà là, revoir tous les postes, poste par poste, nos dépenses. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pas réaliste? C'est la première étape de mon aspect formation, parce que moi, je n'irai pas dire si l'entreprise qui achète est assez chère, est pas assez chère, est bien évaluée. C'est pas mon rôle. Ça, c'est important, le point que tu apportes. On n'est pas des conseillers. Ouais. On accompagne. Des effectivement. Donc, on ne sera pas là pour porter un jugement sur le projet. Même si ça ni queue ni tête, c'est à la personne de s'en rendre compte. Oui. Mais l'accompagnement va faire en sorte qu'elle devrait s'en rendre compte à travers l'accompagnement. Oui. Oui. Admettons une entreprise qui voudrait acheter une bâtisse. Un releveur qui est dans le projet, il y a l'achat d'une bâtisse. Moi, je vais le questionner. Bon, ta bâtisse, elle a combien d'années? L'importance de la faire évaluer, l'évaluation. Va un petit peu plus loin. Si tu penses que c'est trop cher, va plus loin. Est-ce que tu as des réparations à prévoir à court, moyen terme? Tout ça. Donc, tu sais, ça pourrait arriver que le projet aborte parce que l'emplacement de l'entreprise est dans une bâtisse qui est pas viable, qui est trop dispendieuse. J'essaie d'apporter la réflexion. Oui, c'est ça. Puis de l'autre côté, c'est sinon tu construis une nouvelle bâtisse, mais ça aussi, c'est d'autres coûts. Fait que là, il faut que tu évalues. Selon la possibilité du projet, effectivement. Ouais. OK. Fait que si je continue dans ma négociation de transaction, un coup qu'on a essayé de faire des prévisions financières viables, puis que les gens comprennent un petit peu le processus des comptes de dépenses et tout ça, je vais vraiment dans l'explication des états financiers d'une entreprise. Bon, c'est quoi un bilan? C'est quoi un état des résultats? Les types de rapports financiers à la fin d'une année comptable, une mission d'examen. Là, je ne veux pas rentrer dans le trop technique non plus. De toute façon, je pose pas de questions, je comprends rien. Mais, tu sais, j'essaie vraiment de sensibiliser quand les gens, là, vont aller à la fin de leur année fiscale, rencontrer leur comptable, puis leur comptable va leur dire, tu as eu une augmentation de ton ratio de telle affaire de 32%. Je veux qu'ils comprennent un petit peu, parce que c'est pas évident de comprendre tout ça. Puis, c'est arrivé très souvent que moi, je me suis fait accompagner par une ressource de la SADC ou de la MRC qui viennent à ma place expliquer les états financiers, parce que c'est leur rôle, c'est leur travail, c'est leur spécialisation. Fait que ça, c'est un volet là qui est vraiment essentiel, puis c'est essentiel que ça soit bien compris et bien expliqué, puis c'est souvent pour ça que moi-même, je me fais accompagner pour être certaine d'avoir la bonne personne qui explique les bonnes affaires. Oui. Ça, je pense que ça, tu le dis quand tu as la personne pour pouvoir t'accompagner, mais il faut que ça soit la bonne, parce que des fois, j'imagine que dans ce milieu-là, c'est comme dans d'autres, là, des gens qui vont me dire « Oh, mais t'as juste à faire, tu sais pas trop. » Non, à le trouver, prendre le temps de chercher puis de trouver la personne Effectivement. Il y a tellement de ressources dans notre milieu que c'est leur rôle. Donc, nous, à travers le parcours, la mission qu'on s'est donnée, c'est de les mettre directement en contact avec ces gens-là pour que par la suite, ils développent le réflexe d'aller vers eux, de poser des questions. Les SADC, le volet développement économique des MRC, Service Québec, pour justement avoir des soutiens financiers pour du développement de compétences dans le cadre de certaines formations.
il y a tellement de sources là, d'accompagnement. C'est vrai que ça doit... Il y en a beaucoup, c'est positif, mais ça doit être à un moment donné mêlant aussi pour la personne qui ne sait plus où aller ou qui va en avoir juste un. On a l'impression qu'il a fait le tour. Tu sais. Tantôt, quand je vais arriver à cette étape-là, je vais te donner un exemple de ce que j'ai fait comme activité pour faire connaître nos ressources. Notre troisième étape de notre négociation de transaction, c'est les aspects juridiques. Bon, ben, quand on fait une transaction, on va signer des contrats. Notre lettre d'intention, notre contrat. Fait que ça, je prends le temps de leur expliquer qu'est-ce qu'ils vont signer, à quel endroit ils doivent poser des questions. Puis, il y a toujours les engagements personnels, parce que quand on achète une entreprise, on est toujours responsable personnellement. C'est écrit en très, très petits caractères. Souvent, dans nos contrats, ben, c'est important de le savoir pour poser les questions. Puis, aussi, notre contrat de mariage. De quoi je parle? Ouais. Notre contrat de mariage. Ben, oui, moi aussi, mais j'ai pas de... C'est pour ça que tu ne pars pas en affaires. Ouais. Tu veux pas gérer le contrat de mariage. Quand on est plusieurs actionnaires dans une entreprise, oui. Ça prend une convention d'actionnaire. Absolument. Puis ça, c'est ce que je leur dis, c'est votre contrat de mariage entre actionnaires. S'il arrive un décès, s'il arrive un départ, peu importe qu'est-ce qui arrive, c'est tellement important. L'utilité de tout ça, ils peuvent pas s'en passer. Puis les entreprises qui s'en passent, ben c'est souvent là qu'il y a des fermetures, des difficultés financières, tout ça. Ouais. Fait que c'est la bisbille. La bisbille, c'est vrai. C'est le volet négociation de la transaction. Ouais, parfait. Bon. Fait que là, on n'a pas fini notre parcours. On n'a pas fini. Ben non. Non, c'est ça. Okay. Ben c'est ça que j'avais l'impression. Je continue. Oui, vas-y. C'est bon. Cinquième étape, on a la planification de la transaction. C'est là que c'est un volet peut-être un petit peu plus théorique pour les participants. S'ils ont besoin de ce volet-là, par exemple, les ressources humaines. Les ressources humaines, par exemple, comment embaucher des personnes, les entrevues de sélection, comment gérer un grief ou une chicane dans une entreprise. Comment, là, il y a toutes les étapes de ressources humaines, ça me vient pas, là, mais comment nos ressources humaines dans l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Puis, à l'interne au SAE, on a Olivier qui est vraiment expert en ressources humaines. Fait qu'encore là, pour ce volet-là, je le fais intervenir. C'est tellement important parce que ça reste des humains qui travaillent avec toi. C'est ça. Il vient nous parler de normes du travail, de CNESST, d'un peu tout ça. Tous les aspects légaux, là. C'est ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus complexe qu'on pense quand on dit on va parler de relève entrepreneuriale. Mais quand on est bien outillé, ça devient beaucoup moins complexe finalement, puis c'est là qu'on évite des pièges. Ouais. C'est une entreprise, mettons, quelqu'un qui est en esthétique ou en coiffeur qui rachète le salon de la propriétaire, il n'y a pas de ressources humaines. Ouais. Fait qu'avec cette personne-là, j'aborderai peut-être pas ce volet-là. Une entreprise qui a 10-15 employés, les normes du travail, quand ils prennent des vacances, les congés payés, tout ça, ben c'est important de les connaître, c'est important d'être au fait de tout ça aussi. Oui, pour se mettre dans... Ce que Nathalie vient de nommer, c'est important, c'est que chaque projet est unique. Notre accompagnement à nous devient unique aussi. Et même flexible. S'il y a un groupe, ben s'il y a des parties qui concernent moins cet entrepreneur-là, il n'y aura pas à participer à cette portion-là. Donc, on va vraiment adapter le parcours en fonction des besoins précis des entrepreneurs. OK. Ouais. Deuxième étape dans cette transition-là, dans notre planification de la transition, c'est les ressources matérielles. Bâtiment, équipement. Une entreprise d'excavation qui achète une compagnie d'excavation, il faut penser qu'il y a des camions, il y a des pelles mécaniques, il y a des outils, etc. Est-ce qu'il va falloir que tu réinvestisses dans l'achat dans les 2 prochaines années, dans les 3 prochaines? Est-ce que ton matériel est désuet? Est-ce qu'il est encore viable? Est-ce qu'il est surévalué, sous-évalué? Fait qu'on va là aussi. Oui. On va voir, on va y réfléchir aussi de l'importance de, oui, je vais acheter l'entreprise, ça a l'air bien, bien beau, mais peut-être qu'en façade, c'est juste de la peinture, puis qu'en dessous, ben, il y a beaucoup de rouille, là. Fait que faut aller voir qu'est-ce qui se passe aussi. Puis, dans notre dernière étape de cette transition-là, ben, c'est notre commercialisation. Puis, je dis commercialisation, mais tout le volet marketing, on l'entre dans ce volet-là. Okay. Fait que c'est là que ma collègue Raphaël
intervient dans notre formation, qui vient nous parler de marketing, qui vient parler de réseaux sociaux, qui vient parler de positionnement de notre marque, de notre entreprise, de notre publicité. On va là aussi dans notre parcours de relais. Une chance que vous êtes là. Vous faites vraiment le tour. En tout cas, là, moi, on essaie. Je me sentirai en confiance. Puis ça, quand on a décidé de mettre le parcours en place, c'était réellement un besoin parce que ce type de parcours-là est inexistant. Fait qu'avant, il fallait tout apprendre un peu sur le tas, là. Oui, ou tu t'inscrivais dans le cours lancement d'une entreprise, mais tu sais, il y a des parties qui s'appliquaient. Il y avait toujours un travail de faire, oups, OK, tu sais, d'adapter en fonction de leur projet à eux. Fait que c'est assez unique, là, ce qu'on a mis en place. Ouais, bravo. Vraiment. Dernière étape? Oui, on est à la dernière étape, oui. Ben oui. La transaction finale. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben là. Oui, parce que là, une fois que tu as signé, c'est ce qui se passe. Quand on veut se préparer à prendre les rênes de l'entreprise, on n'a pas parlé des types de relève tantôt, mais le cédant, le propriétaire, là, quand est-ce qu'on le met dehors? Est-ce qu'on le garde 5 ans? Est-ce qu'on le garde 2 ans? Est-ce qu'on le garde 1 an? Est-ce qu'il est important dans l'entreprise? Tantôt, tu as soulevé, est-ce qu'il va y avoir du mentorat? Justement, dans le processus de transfert, est-ce qu'on le prévoit? Est-ce que le cédant lui dit, moi, je signe, je pars. Oh, t'as peu, moi, j'ai peut-être encore besoin de toi. Au contraire, peut-être que Mané ne voudra plus partir. Puis... non, mais effectivement. Il devienne son employé. Mais il faut que ça soit nommé. Oui. Quand c'est nommé, c'est toujours plus facile après ça. Fait que, tout ce parcours-là, si tu comprends bien, on nomme les choses. On nomme les choses. Oui. Donc, on permet aux repreneurs d'avoir des discussions et de bien nommer les choses. D'être capable de ne pas avoir d'angle mort aussi, tu sais, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup des fois qui font « Hey, t'as une minute, là, je n'avais pas vu ça, là, tandis que là, il me semble que tout est clair, tout est sur la table. On essaie. Ouais. Notre équipe qui est en place, on transfère nos savoirs. Il n'y a jamais de bon moment pour annoncer à nos employés qu'on vend l'entreprise, mais le plus tôt, c'est le mieux, pour qu'ils fassent un peu partie du processus, puis les rassurer. Je parle faire partie du processus, pas nécessairement de l'achat, mais savoir qu'est-ce qui s'en vient, les rassurer, s'adapter à un changement, c'est jamais facile. Il y a toujours des phases. Oui. Donc, plutôt les employés savent qu'il va y avoir une transaction, qu'il va y avoir un nouveau propriétaire, savoir c'est qui, puis commencer à se faire à l'idée, ben, c'est plus facile aussi, puis les employés vont être plus enclins à demeurer dans l'entreprise. Oui, parce qu'il va y avoir du changement. Puis on sait, l'être humain est réfractaire au changement. Effectivement. Fait que plus tu es prêt, plus tu amené doucement, plus tu es capable, en fait, de Puis, un risque pour une relève, c'est le départ des employés clés. Ouais. Un employé clé qui quitte une entreprise, je vais vous donner, par exemple, une microbrasserie, que le brasseur s'en va, puis que le propriétaire n'est pas brasseur, ça peut être problématique. oui, ça peut être problématique. Absolument. Donc, dans une relève, il faut passer un petit peu à tout ça. Les employés clés vont-ils rester? Est-ce qu'ils vont me coûter le double de ce qu'ils me coûtent actuellement? Parce qu'on veut pas non plus dépasser nos budgets, on veut rester sur le marché. Donc, notre transfert des savoirs est important. Planifier la formation aussi. Moi, comme entrepreneur, est-ce que je vais avoir besoin d'autres formations? Est-ce que les systèmes informatiques de l'entreprise que j'achète, je les connais? Est-ce que je vais devoir prendre un 6 mois de formation quelconque pour apprendre X chose? On essaie de les cerner, ces besoins-là aussi auprès pour que quand tu quittes, tu sois prêt, là, tu sais, moi, j'aime ça. Moins de zones grises possible. Oui, effectivement. Et on fait tout ça en 12 semaines. 12 semaines? Attends. Oui et non. Oui et non. Je te parle juste de ma dernière étape. Okay. Dans le cours lancement d'une entreprise, on a je dis lancement d'une entreprise parce qu'on a un pitch de vente à faire puis une activité de réseautage à faire. Fait que quand je suis arrivée avec ma cohorte de reprenariat, je me suis dit comment je vais faire pour faire cette compétence-là à travers mes repreneurs. Fait que j'ai organisé une activité avec tous les intervenants du milieu. SADC, MRC, Service Québec, Chambre de commerce d'Olbeau, Normandin,
Ben, Saint-Félicien aussi, parce que vous savez, nous, on touche les 2 MRC, SADC des 2 MRC. Fait que je les ai organisé un speed meeting. Fait que chaque entrepreneur avait 5 minutes pour aller discuter avec chacun des intervenants. Fait que dans notre 3 heures de cours, ils se sont promenés à travers les intervenants, ils ont échangé, ils ont pris des contacts, puis ils peuvent aller à partir de là. Ça leur amène une belle compréhension aussi de qui est où, là. Qui Donc, fait mettre les quoi? visages aussi. Ouais. Des visages, puis Qui fait d'avoir quoi? une Ouais. opportunité de discussion, de discussion 1 à 1 aussi. Parce qu'aujourd'hui, on envoie un courriel, mais je trouve qu'il n'y a rien comme le rapport humain, la rencontre. Ah, Tu sais, là, on effectivement. établit beaucoup plus de choses. j'ai l'impression. Effectivement. Fait que, tu sais, c'était ma dernière activité, fin de la formation, réseautage et pitch de vente. Allez présenter votre entreprise à notre organisme, puis faites-vous connaître, réseauter ensemble. Est-ce que tu serais d'accord, Nathalie, pour dire que, tu sais, le fait justement qu'on soit dans un petit milieu, ça a des très grands avantages, tu sais, liés Oui. à l'entrepreneuriat puis à C'est l'accès de ce facilitant réseau de pour nous. partenaires-là. C'est Ouais, hein. c'est Tout le monde se vraiment connaît, facilitant. tout le monde est plus Mhm. proche, on est Ouais. capable de savoir. Ouais. Mais là, moi, je veux revenir sur le 12 semaines. 24 heures sur 24. Pendant 12 semaines. Donc là, Non! là, il nous reste à peu près 5-7 minutes. OK? Ah, t'es pas sérieux? Oui, je suis sérieux. Fait que là, je veux voir, là, tu sais, dans tout ça, le 12 semaines, il commence. Comment ça OK. fonctionne mécaniquement? Là, 2 tu sais? choses. 2 choses. Flexibilité. Oui. Ça, c'est notre première chose au service aux entreprises. On a beaucoup de flexibilité. Donc, on offre le parcours en 2 formules, en cohorte ou en mode individualisé. Ah, OK. Fait que si, jusqu'à maintenant, on a fait quelques cohortes de repreneuriat, date fixe, environ 12 semaines, 1 à 2 soirs par semaine, selon les participants, selon nos discussions, selon la grandeur du groupe, le nombre de participants aussi. Ça va vite, ça demande beaucoup. Puis moi, ce que je veux pas, c'est qu'il rapporte beaucoup de travail à la maison. Fait que 3 heures par soir, Faut que ça fonctionne. on y va, puis ça fait beaucoup d'informations, mais on a une plateforme théorique, Moodle, ouais. tout le contenu théorique est là. Fait qu'ils ont à la maison, Ça devient des ressources pour eux aussi. toutes les ressources Oui. sont là. Puis moi, je les utilise un petit peu pendant la formation, le contenu théorique, mais je suis pas en avant à parler. On prend le plan de relève, c'est pour ça que je dis que j'utilise le plan de relève. Bon, ben maintenant, on va faire notre modèle d'affaires. Puis en même temps, j'explique chaque case, puis chaque étude de marché, la même chose. Un pestel, c'est quoi? Ça sert à quoi? On le fait. Je prends pas la théorie, puis j'explique pas la théorie, puis faites-le à la maison. Mais ils ont Ouais. accès à cet environnement numérique-là d'apprentissage pendant 1 an après. OK. Donc, ils peuvent Effectivement. revenir. Ben, on dit 1 an, jusqu'à la fin de l'année scolaire, le 1er juillet. OK. Fait que, tant que... Finalement, tu devrais me mettre dehors. Je te coûte vraiment trop cher. Ah, c'est parfait. D'accord. J'ai Non. pas assez de bleu. L'autre façon, c'est en parcours individualisé, en l'intégrant à notre cohorte, à notre parcours lancement d'une entreprise qui est en entrée continue, qui est Ça veut dire que les gens peuvent venir quand ils veulent Oui. prendre leur formation un peu à la pièce? Ou... pas tout à fait. Lancement d'une entreprise, admettons qu'une personne s'inscrit à temps plein ou à temps partiel. À temps plein, c'est 11 semaines, puis à temps partiel, c'est 22 semaines. Parce que la formation, en théorie, c'est 330 heures. OK. Nous, ce qu'on fait en mode virtuel, on a des séances de coworking. C'est des séances un petit peu comme les jeunes qui vont aux adultes, à l'école des adultes, qui viennent s'asseoir en classe, puis le prof est en avant, il est juste là pour répondre à leurs questions. Fait qu'ils font leur module sur Moodle, sur la plateforme d'enseignement numérique, puis ils complètent les sections du plan d'affaires ou du plan de relève relié. Puis quand ils ont une question, ben à travers, on a 4 séances par semaine. À travers ces 4 séances-là, ils peuvent venir se connecter, puis on est là pour Poser des répondre questions. à leurs questions, Ah, travailler ouais, avec eux à leur ok. projet. Il y a des plages de coaching pour avoir justement des Des moments, rendez-vous. des rendez-vous pour aller un peu plus loin, tu sais, pour justement se faire accompagner Mhm. sur des spécificités de l'entreprise.
Effectivement. Fait qu'on a 4 séances par semaine. À moi et Raphaël, on est vraiment 2 pour ouvrir les séances. On n'est pas en même temps, c'est chacun nos séances. Il y a des séances de soir pour justement permettre aux gens qui sont en emploi de pouvoir faire la formation. Puis, comme on sait que les outils technologiques, c'est magique, ben, les documents sont sur Microsoft Teams, les documents des participants individuels. On travaille collaborativement. Donc, l'étudiant écrit dans son plan d'affaires, on le voit écrit. Okay. On est capable de dire ah, ça marche. Ah non, écris pas ça, reformule ou fais ça. Puis, là, tu avais la flexibilité. Là, je vois le temps avancer. Oui, je sais. Je veux voir, c'est quoi, tu avais une autre chose après flexibilité? Ben, c'est surtout les 2 parcours. Les 2 parcours différents. Chose que tu n'as pas parlé aussi, nos formations en collaboration avec Service Québec qui complètent vraiment bien nos parcours lancement et reprenariat. Les formations avec Service Québec, c'est des formations qui vont être lancées sous peu à 5 $ de l'heure. Okay. On touche les outils Microsoft 365, il y a un parcours marketing numérique, la comptabilité, la comptabilité, Excel, Word, s'outiller pour bien gérer son temps. C'est des avant-midi, c'est quelques heures de formation. Je vous dirais 15 heures de formation coûte 45 $. Là, c'est vraiment... Tout est sur notre site Internet. Ouais, pour avoir toute la programmation. Moi, je vous écoute, j'ai l'information. Je vais sur le site Internet qui est... VotreSAE.ca. VotreSAE.ca. On va voir apparaître. Pour s'inscrire à la formation, se lancer en affaires.com. Se lancer en affaires.com. Parfait. C'est pour s'inscrire. C'est aussi simple. Oui. L'inscription, comme tu dis, là, il y a des départs tout le temps. Ça coûte combien pour voir? Le parcours reprenariat a un coût de 150 $, puis c'est uniquement pour le profil des couleurs. Ouais. Okay. Parce qu'on a une licence à acheter. C'est ça. Okay. C'est pour la licence du profil des couleurs parce que le lancement d'une entreprise, il n'y a pas de coût. C'est gratuit. Bon, c'est gratuit. Il n'y a plus rien de gratuit dans la vie à part le sourire et le soleil. Un petit élément, Pierre, avant de conclure, nos formations se suivent à distance ou en présentiel. On a aménagé des nouvelles salles de classe à Normandin. Nos bureaux sont là à Normandin, dans le même bâtiment que la polyvalente de Normandin. Et puis, il y aura possibilité de suivre les formations en hybride. Donc, les gens qui préfèrent le présentiel pourront se présenter à Normandin. Et ceux qui veulent se connecter à distance, ce sera possible également. Et il n'y a pas peur de l'hybride. J'en ai fait beaucoup à l'université, puis c'est vraiment très fonctionnel. C'est super là. Oui. Merci beaucoup, Marie-Claude Parent, coordonnatrice au service éducatif pour les adultes au Centre de services scolaires Pays des Bleuets. Je vais la garder. Tu vas la garder. Et Nathalie Villeneuve, enseignante en entrepreneuriat. Merci, ça m'a beaucoup éclairé. J'ai appris beaucoup de nouveaux mots, nouveaux termes. Puis, écoute, je trouve que c'est assez fantastique. Ça me donne le goût de me lancer en affaires. C'est un privilège pour notre milieu d'avoir accès à des formations d'une si grande qualité. Tellement. Merci. Et merci à vous aussi d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.